Bonjour à tous, je suis Johanna Beaudenon, la coordinatrice de la plateforme d'accompagnement et de répit des VSHA. Alors je dis VSHA, mais notre nom va changer, il va s'appeler Alia là, depuis 2021. Voilà, donc je devrais dire plutôt plateforme d'accompagnement et de répit de Alia. Voilà, on n'a encore pas le nom tout à fait définitif, mais on peut déjà l'appeler comme ça. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'est une plateforme déjà. Et en deuxième partie, je vous expliquerai un petit peu plus précisément ce que nous proposons, nous, sur Alia. Donc, qu'est-ce qu'une plateforme d'accompagnement et de répit? Donc, c'est une équipe qui est dédiée et présente pour les aidants dont le proche est touché par une maladie neurodégénérative à domicile. Donc, neurodégénérative, on parle de maladie d'Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques. Il existe également des plateformes d'accompagnement pour les personnes avec autisme ou troubles envahissants du développement. Voilà, mais nous, on est plus dédié voilà, pour les personnes âgées. Mais c'est aussi des plateformes qui existent aussi pour l'autisme. Ces plateformes, en général, sont financées par l'Agence régionale de la santé, suite à un appel à projet. La composition d'équipe de ces plateformes, en général, il y a une coordinatrice, une psychologue, ça peut être aussi une assistante sociale et une infirmière également. Voilà, après, tout dépend des plateformes, comment elles sont constituées. Et la mission principale de cette plateforme est d'informer, conseiller, orienter et écouter les aidants sur leur quotidien. Au niveau des activités, donc il peut y avoir un suivi individualisé pour ces aidants. La plateforme propose avec la psychologue des rendez-vous, soit au domicile, soit au bureau de la plateforme. Et la fréquence est définie avec l'aidant. Il n'y a pas d'engagement de durée. Le nombre de séances annuelles est limité, par contre, sur certaines plateformes. Voilà, sur certaines plateformes, c'est séquencé. Ces rencontres permettent d'accompagner l'aidant dans ses difficultés du quotidien, l'aide à comprendre la maladie, à essayer de lâcher prise sur certains éléments, à déculpabiliser, à obtenir des conseils sur le comportement à adopter face aux troubles de son proche, etc. Autre activité pour les aidants, on peut leur proposer également un peu de répit, comme des activités, réunions d'échange entre aidants, soit dans un café, qui est un lieu convivial, soit dans un lieu dédié. Les aidants peuvent ainsi évoquer les moments difficiles qu'ils vivent à la maison et les partager avec d'autres aidants vivant la même chose. Il leur permet entre aidants en tout cas, d'avoir la parole d'un père qui est des fois plus impactante que celui d'un professionnel. Et les aidants se sont en plus moins seuls dans les situations du quotidien qu'il peut vivre avec son proche. On peut proposer, les plateformes peuvent proposer aussi d'autres activités dédiées aux aidants toujours, qui sont, on peut dire, ressourçantes, comme des séances de relaxation, de sophrologie, d'art-thérapie, de socio-esthétique. On a d'exemples d'activités ressourçantes. Autre activité, des réunions d'information, parce qu'on a remarqué que les aidants manquaient d'informations. Donc, on peut proposer, les plateformes peuvent proposer des réunions d'information ou des conférences, par exemple des réunions avec les tutelles, des réunions avec les représentants de l'APA, comme on appelle, l'allocation personnalisée d'autonomie, des réunions avec France Parkinson ou France Alzheimer, ou des conférences en partenariat avec Silver Fourchette, par exemple, pour donner de l'information et de l'échange direct entre l'aidant et le professionnel, voilà, pour que l'aidant puisse avoir un contact direct. Les plateformes peuvent proposer également aussi des activités partagées. Donc, ce qu'on appelle partagé, c'est-à-dire avec l'aidant et son proche malade. Ces activités permettent de garder un lien social malgré la maladie et éviter l'isolement. Parce que des fois, avec la maladie, voilà, on a tendance à plus sortir ou plus voir personne. Là, ça permet de garder ce lien et permet à l'aidant et son proche de partager encore des moments de plaisir aussi, en dehors de la maladie. Ça permet aussi de voir son proche autrement, parce qu'il y a certains malades qui surprennent leurs proches avec des capacités que l'aidant pensait perdues. Donc, du coup, en créant des activités, voilà, il se rend compte que si, ça, il sait encore faire. Et ces activités peuvent être diverses, comme des balades, des restaurants, des activités culturelles, des ateliers cuisine, des ateliers manuels. Voilà, tout dépend après ce que proposent les plateformes. Autre action diverse, il existe la Journée nationale des aidants, qui est le 6 octobre de chaque année. Donc, chaque plateforme là, peut organiser une journée ou une demi-journée pour les aidants, dédiée aux aidants, avec information, échange avec les professionnels et du répit également. Comment contacter une plateforme? Alors, les plateformes sont en tout cas partenaires de différents acteurs du domicile sur un territoire donné. Par exemple, le CCAS, qui est assez direct. Le CCAS, Centre communal d'action sociale, que l'on trouve en mairie.
En général, les CCAS sont au courant des plateformes qui existent sur le territoire donné, le conseil départemental, les gériatres de l'hôpital, les services d'aide à domicile, les équipes spécialisées Alzheimer, mais aussi les médecins, les infirmières, les kinés, les orthophonistes libéraux. Ce sont des professionnels qui peuvent communiquer les coordonnées des plateformes. N'hésitez pas à prendre contact avec tous ces professionnels du domicile pour voir s'ils connaissent une plateforme sur votre territoire. Elles sont joignables par un numéro de téléphone et parfois par une adresse mail aussi également. Mais attention, en tout cas sur la Haute-Savoie, les plateformes sont sectorisées et toutes les communes malheureusement n'en possèdent pas. On espère qu'à l'avenir, on puisse couvrir tout le territoire, mais actuellement non. Là, sur la Haute-Savoie, on a 2 plateformes, une donc sur nous, sur le haut de la vallée de l'Arve, et une sur le secteur d'Annecy. Quel coût de ces plateformes? Quel coût d'aide, d'accompagnement? En général, c'est gratuit. Sur certaines plateformes, pour le soutien psychologique, il y a une petite participation financière qui est demandée. Mais d'une manière générale, c'est les activités surtout telles que les sorties au restaurant, les sorties culturelles qui sont à la charge des personnes. Mais les plateformes peuvent encore négocier aussi les tarifs selon la taille du groupe. Et en ce qui concerne les activités ressourçantes, telles que la sophrologie, la gym douce, l'art-thérapie, les plateformes essayent de faire appel à des bénévoles ou des financements extérieurs, des appels à projets de caisses de retraite, de fondations, et par exemple afin de financer leurs actions pour que les activités ne soient pas soumises à une participation financière de l'aidant. Vraiment pour que ça reste le moins cher possible et que ce soit le plus accessible possible à tout aidant. C'est surtout le relais à domicile qui engage des frais la plupart du temps. Ce ne sont pas le coût réel de l'intervention, parce que toujours pareil, on fait appel à des organismes d'aide, de financement extérieur. Voilà, en tout cas, pour ce qui était pour la présentation en général des plateformes qu'on peut retrouver. Maintenant, je laisse la place à ma collègue, Sabrina Robin, qui travaille sur la plateforme donc d'Alia. Bonjour. Alors, je vais vous présenter notre plateforme. Moi, je suis Sabrina Robin, psychologue sur cette plateforme d'accompagnement et de répit. Je travaille à 40% et ma collègue Johanna, qui est coordinatrice, elle est à 30% sur cette plateforme. Donc, on s'étend sur une grande partie de la vallée de l'Arve, pas toute la vallée, à peu près de Marnat jusqu'à Chamonix. Et notre bureau est situé à Salanches, au centre de gériatrie du Val d'Arve. Donc, notre plateforme, comme les autres plateformes d'accompagnement et de répit, la mission principale, bien sûr, c'est l'orientation, l'écoute, le conseil, qu'on fait d'abord par téléphone, puisque les aidants nous joignent en général par téléphone la première fois. C'est aussi possible par mail. Souvent, ils ont besoin de faire un point sur ce qui est mis en place au domicile, ce qui est possible de mettre en place en plus au domicile et comment le faire, vers quel partenaire on peut les renvoyer, par exemple les équipes spécialisées Alzheimer, les accueils de jour, parce que souvent, quand ils nous appellent, il y a déjà des services d'aide à domicile qui sont mis en place. Souvent, le dossier d'APA, d'allocation personnalisée d'autonomie, qui sont les aides accordées par le conseil départemental pour les services d'aide à domicile, entre autres, sont mis en place, mais il n'y a pas le reste. On propose, donc moi en tant que psychologue, du soutien psychologique pour les aidants. Ça peut se faire dans nos locaux, donc dans notre bureau au Val d'Arve, ou à domicile. C'est l'aidant qui choisit. Parfois, c'est vrai que c'est mieux d'être dans un lieu neutre, dans notre bureau, et qu'il n'y ait pas la personne qu'on accompagne, qui soit présente. Ce n'est pas toujours évident de libérer la parole quand la personne aidée est là. Nous, c'est gratuit. On ne limite pas le nombre de séances par an. C'est vraiment en fonction de l'aidant, en fonction de ses besoins. On peut très bien voir un aidant une fois, 2 fois, ne pas le revoir pendant 3 mois et puis il nous redemande à nouveau. C'est tout à fait possible. Il n'y a aucun engagement de durée, de fréquence. Voilà. C'est l'aidant qui décide tout ça. Donc, il y a ce soutien psychologique. Alors, quand on parle de soutien psychologique, c'est très large. Ça peut être effectivement un aidant qui a besoin d'être écouté sur son quotidien, qui a besoin qu'on réponde à ses questions, qu'on réexplique des symptômes de la maladie, par exemple. Qu'on explique comment je dois me comporter quand mon proche peut avoir un petit peu un comportement agressif ou alors ne se retrouve pas dans la maison. Voilà. C'est des choses où nous, on répond à ces questions-là.
On oriente aussi beaucoup, on renseigne par exemple sur ce qui est utile de faire, comme les dossiers de précaution en EHPAD, les maisons de retraite, et voilà, pendant les soutiens psychologiques, au fur et à mesure, on va dire, de l'évolution aussi de la personne accompagnée, on peut être amené à les renseigner sur les dispositifs auxquels ils peuvent recourir. Donc, en ce moment, on en parlera parce qu'avec la crise sanitaire, ça a un petit peu modifié les choses. Les rendez-vous à domicile et au bureau ont été suspendus, donc je reviendrai dessus à la fin pour expliquer ce qu'on a pu mettre en place pendant cette crise-là. En temps normal, on va dire, il y a des temps d'échange entre aidants qui sont proposés. Donc, les premiers lundis de chaque mois au Val d'Arve, de 15h à 17h. Et on a mis en place aussi sur Chamonix avec la MJC, au sein de la MJC de Chamonix, les troisièmes lundis de chaque mois de 14h15 à 16h15 de mémoire. Là aussi, c'est libre. C'est pas un groupe de parole. Un groupe de parole, c'est quelque chose où c'est toujours les mêmes personnes pendant un certain nombre de séances. Là, les personnes viennent, elles peuvent ne pas revenir encore une fois pendant 3 mois, 6 mois et puis revenir parce qu'elles ont besoin, il n'y a pas de souci. On ouvre de 15h à 17h, c'est pareil. Il y a des aidants qui peuvent arriver un peu plus tard, repartir un peu plus tôt parce qu'il faut qu'ils aillent chercher, par exemple, leurs proches à l'accueil de jour. C'est ouvert. Il ne faut pas se dire, voilà, c'est de 15h à 17h, mon Dieu, je n'ai pas 2 heures, je ne peux pas venir. Non, on peut venir même 3/4 d'heure, même 1 heure, c'est possible. Donc ça, c'est un temps, effectivement, où les aidants aiment bien échanger entre eux. On se rend compte que la parole de l'aidant, elle a beaucoup plus de poids que la nôtre. Donc c'est bien que les aidants puissent échanger entre eux, se rendre compte qu'ils vivent certaines choses pareilles, que c'est les mêmes, qu'ils ont droit aussi de perdre parfois patience. Ça les déculpabilise de se dire « Ah oui, moi aussi, effectivement, parfois je perds patience, je ne suis pas la seule ou je ne suis pas le seul à vivre ça, à ressentir les choses de cette manière-là. » Voilà. Donc ça, c'est vraiment important et en général, c'est un moment qui est bien apprécié par les aidants. On propose également, Johanna, vous parlez tout à l'heure d'activités ressourçantes. On va proposer des activités uniquement dédiées aux aidants, par exemple. Ça a été le cas pour des séances de relaxation qui étaient uniquement pour les aidants. On a proposé de la socio-esthétique aussi. On a de la chance d'avoir quelqu'un dans la fondation, une socio-esthéticienne, donc c'est vrai que ça, c'est bien appréciable et c'est gratuit. La socio-esthétique se rapproche de l'esthéticienne, voilà, mais c'est-à-dire, elle va, là par exemple, c'était un soin des mains. C'est vrai que, et c'est quelqu'un qui est vraiment formé à l'approche aussi, à la communication avec les autres. Enfin voilà, donc c'est quelqu'un qui est très bienveillant. Les personnes aussi, ça peut être un moment où on va discuter, où on va échanger avec elles, et ça, c'est appréciable aussi. Voilà, et on a la chance d'avoir une socio-esthéticienne, donc on l'a mobilisée plusieurs fois sur nos actions, par exemple sur les journées des aidants ou les choses comme ça. On propose également des activités partagées, donc avec l'aidant et son proche. Donc là aussi, on est ouvert, c'est-à-dire que c'est proposé pour l'aidant et son proche, mais parfois on a des aidants qui veulent venir tout seuls, c'est possible, voilà, parce que leurs proches ne peuvent plus se déplacer, parce que c'est compliqué, mais que l'aidant a besoin de s'aérer, a besoin de voir du monde, donc on accepte bien sûr que l'aidant vienne. Et là, on a fait des balades, par exemple, des restaurants, ça c'est demandé par les gens. On avait été une après-midi au Jardin des Cimes, on avait pu faire un atelier où on ramassait les fleurs qu'on pouvait manger. On avait même une aidante qui avait cuisiné avec sa belle-mère une salade avec les fleurs après, donc ça avait été aussi apprécié. On essaie d'avoir des moments comme ça, qui sont des moments qui sont conviviaux et qui sont demandés par les aidants vraiment, qui peuvent être en rupture de lien social et qui ont besoin que nous, plateforme, on fasse le lien en fait entre tous les aidants. Et c'est vrai que souvent, ils peuvent aussi échanger. Et puis, on ne parle pas... c'est pas des journées où on va parler des après-midi, on va parler de la maladie, pas du tout. Ils l'abordent s'ils ont envie de l'aborder, mais c'est aussi des moments vraiment de partage et qui font du bien au moral, on va dire. La plupart du temps, c'est ce qu'on nous dit. Parce que, effectivement, quand on a un proche à domicile, c'est pas évident de se dégager du temps, de continuer des activités de son côté. Enfin voilà. Là, ils peuvent prendre le proche avec eux, le proche peut venir avec eux. Nous, avec ma collègue Johanna, on est là aussi pour parfois rester avec le proche pour que l'aidant puisse aller discuter, aller voilà. Donc, on peut aussi considérer que ça peut être des moments de répit et en même temps des moments de partage.
qui sont importants pour sortir du quotidien, de la maladie et vivre autre chose. On a aussi une bibliothèque, c'est-à-dire qu'on a des livres que l'on peut mettre à disposition des aidants sur différents thèmes, hein, toujours bien entendu autour de l'aidance, mais qu'on prête gratuitement aux aidants. Donc là, effectivement, par rapport à la crise sanitaire, on a mis en place, alors pour le premier confinement, c'était mon collègue qui était présent, qui me remplaçait. Moi, j'étais absente, qui a gardé beaucoup le lien par téléphone avec les aidants. Donc ça, ils ont vraiment apprécié d'avoir quelqu'un qui prenait régulièrement de leurs nouvelles, surtout dans un contexte pour le premier confinement où pour beaucoup des services d'aide à domicile avaient été arrêtés, les kinés ne passaient pas forcément. Donc voilà, le premier confinement a été vraiment difficile à vivre. Pour ce deuxième confinement et même encore maintenant, puisqu'on est encore sur des restrictions. On continue le lien par téléphone pour ceux qui le souhaitent. On organise cet après-midi, par exemple, un temps d'échange par Zoom pour les aidants qui le veulent. Alors là aussi, l'aidant n'a pas forcément besoin de disposer d'un ordinateur, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il peut aussi se connecter par téléphone. Alors, on ne verra pas son visage, mais il y a au moins l'audio qui fonctionne. Donc, on a des aidants qui étaient intéressés, des aidantes et qui se sont inscrits. Donc, ça va être la première. On verra comment ça se passe. On leur a envoyé des idées d'activités à faire avec leurs proches à domicile, des choses à imprimer, parce que c'est souvent le cas. On ne sait pas quoi proposer à notre proche. Ça, c'est vrai que les accueils de jour sont tous fermés. Donc, les personnes qui allaient en accueil de jour et qui n'y vont plus, là aussi, c'est un peu problématique. Donc, on a envoyé quelques idées d'activités. Pour les fêtes, on a envoyé des idées de menus. Par exemple, du manger main, voilà, des choses mixées, parce que c'est pas toujours facile de savoir aussi quoi faire, de chercher. Ça prend du temps. Donc, on a envoyé quelques recettes comme ça. On met en ligne des vidéos. Avec ma collègue Johanna, on a fait une vidéo, une technique qui s'appelle la technique du lieu calme, pour se calmer, se recentrer sur soi. On a filmé et puis on a mis en ligne pour les aidants, pour qu'ils puissent accéder à cette vidéo. On va faire d'autres vidéos aussi qui vont suivre. Donc voilà ce qu'on a pu mettre en place pour les aidants. Bien sûr, on les informe en permanence de ce qui se passe, que ce soit Silver Fourchette, par exemple, des conférences qui ont lieu en ligne. Là, en ce moment, il y a France Parkinson aussi qui propose des choses. France Alzheimer qui a proposé une formation en ligne pour les aidants du domicile. Donc, on transmet toujours ces informations aux aidants pour qu'ils puissent être informés au maximum. Pareil, quand on a on essaie de faire de la veille documentaire. Là, au mois d'octobre, par exemple, il y avait le congé de proche aidant qui est rémunéré maintenant. Donc, on envoie ces informations-là. À chaque fois qu'on a des informations à envoyer qui sont utiles, en tout cas, pour informer, on le fait.